commencer. Voilà. Non, pas encore. Voilà. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, 9 septembre, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Dr Daniel America de l'hôpital académique d'Erasme à Bruxelles, qui va nous parler d'un sujet d'actualité très intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la thérapeutique des cardiomyopathies hypertrophiques? Sans plus tarder, si tu veux, Sarah, tu présentes un peu notre conférencière de façon brève avant de lui laisser la parole. Vas-y. D'accord. Donc, le docteur Daniela Mirica est une brillante cardiologue à l'hôpital Erasme qui est spécialisée dans l'imagerie cardiaque non invasive. Donc, on a aujourd'hui le plaisir de l'écouter. Elle a eu la gentillesse d'accepter de nous parler de la cardiomyopathie hypertrophique avec les nouveautés 2020 qu'on a eues à l'ESC. Donc, la docteur Mirica, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour cette introduction. Merci pour l'invitation. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter de la cardiomyopathie hypertrophique et les actualités thérapeutiques à la lumière d'une étude présentée récemment à l'ESC 2020. Bien évidemment, on va commencer avec la définition, étiologie, on va voir la prévalence, quelques aspects génétiques, les éléments de diagnostic, on va parcourir un cas clinique et on va voir la prise en charge, les recommandations actuelles et, comme je disais, les nouveautés thérapeutiques. On va commencer par la définition. Et donc, les cardiomyopathies sont des maladies du muscle cardiaque caractérisées par des anomalies de la structure et de la fonction du myocarde, non expliquées par une maladie valvulaire, coronaire, hypertension ou congénitale. Donc, à ne pas confondre avec la cardiopathie causée par une post-charge, donc comme une maladie valvulaire, une sténose aortique, une hypertension. Elles sont classées, vous voyez ici dans cet algorithme. Donc, il y a la grande famille de cardiomyopathie. On a les cardiomyopathies hypertrophiques, les cardiomyopathies dilatées, la dysplasie arythmogène du VD, les cardiomyopathies restrictives et les cardiomyopathies inclassables, dont la non-compaction du VG. Ensuite, elles sont classifiées dans des formes génétiques et non génétiques, non familiales. La cardiomyopathie hypertrophique, c'est une caractéristique morphologique, donc c'est une hypertrophie ventriculaire marquée en absence de maladie causale. Les étiologies proposées, donc ça c'est les recommandations du 2014 de la Société européenne de cardiologie, les plus récentes sur les cardiomyopathies hypertrophiques, donc ça date quand même. Et là, on voit donc quelles sont les possibles étiologies de la cardiomyopathie hypertrophique. Et on voit que les formes les plus fréquemment rencontrées sont les formes génétiques sarcomériques et ça compte pour presque 60% de cas. On voit ici dans le graphique. Et ici, vous avez à gauche les gènes les plus fréquemment impliqués dans ces mutations. Mais on va parler après sur les aspects génétiques. Donc, il y a les formes génétiques sarcomériques, mutations dans les gènes du sarcomère. On a les formes génétiques non sarcomériques. Et là, on retrouve les maladies de surcharge, les glycogénoses, maladies lysosomales et infiltratives, comme l'amyloïdose familiale, maladie mitochondriale, neuromusculaire ou syndrome malformatif. On a aussi les formes non génétiques et inclassables. Parmi les formes non génétiques, on peut citer donc celles induites par certains médicaments, comme le tacrolimus, les stéroïdes, aussi l'hydroxychloroquine a été impliqué dans ce processus de cardiomyopathie hypertrophique. Donc, à retenir que les formes les plus fréquemment rencontrées sont les formes sarcomériques, mutations dans les gènes du sarcomère, jusqu'à 60% de cas. Quelques aspects génétiques dans la CMH sarcomérique. Elle a un mode de transmission autosomique dominant.
c'est-à-dire chaque génération peut être affectée au sein de la famille. Hommes et femmes sont concernés de la même manière et le risque de transmettre une mutation à sa descendance est de 1 sur 2. La pénétrance est liée à l'âge qui augmente avec l'âge des patients et parfois incomplète. La maladie est exprimée plus souvent chez les patients âgés avec donc un pourcentage montant jusqu'à 95% après 50 ans. Elle est plus fréquent et ça se manifeste plus précocement chez l'homme que chez la femme. Encore, donc, quels sont les gènes et où elles sont situées sur les chromosomes? Donc, on a le chromosome 11, des gènes situés sur le chromosome 11 et le chromosome 14. Le développement de la génétique a permis dans les années 90 la découverte de tous ces gènes impliqués dans la cardiomyopathie hypertrophique, quoique elles n'ont pas été tous encore bien établis. Mais donc, les gènes qui ont pu être incriminés sont les gènes, comme on disait, impliqués dans la composition des protéines du sarcomère. Vous avez ici un schéma du sarcomère. Je ne sais pas si je peux pas montrer avec le pointeur. Ici, vous pouvez utiliser la souris. Oui, Hein? la souris, je ne sais pas pourquoi Ah bon, bon, ça fait rien. ça coince ou bien... Ah non, là, ça passe. Ma souris, elle est... Bon, donc on a donc la composition, on a la cardiomyocyte, on voit la membrane du cardiomyocyte. À l'intérieur, on retrouve le sarcomère qui est formé du filament épais, du filament fin. Le filament épais, c'est la myosine avec l'ATPase sur les deux côtés. Et dans la contractilité du myocarde, donc la sarcomère, c'est l'unité de base. Et quand on a ces mutations, on va avoir une hyperactivité de l'ATPase avec une hypercontractilité et une hyperproduction de cardiomyocytes aussi, parfois une apoptose accélérée avec une fibrose qui peut s'installer et une hypertrophie du muscle cardiaque. On voit ici toute la série de gènes impliqués dans la synthèse des protéines du sarcomère, une quinzaine de gènes. Donc ici, la prévalence de la maladie est de 1 sur 500 jusqu'à 1 sur 5000. Au total, jusqu'à 0,2% de la population est atteinte de cette maladie. Et dans 2 tiers de cas, on peut trouver une obstruction sous-aortique liée à cette hypertrophie, surtout du septum, mais aussi donc d'autres mécanismes qu'on va voir après. Cette CMH représente la principale cause de mort subite chez l'athlète dans les populations étudiées aux États-Unis. Et les deux complications majeures de la maladie sont l'insuffisance cardiaque et la mort subite. Ici, à travers un cas clinique, on va voir les critères diagnostiques. Je vous présente un patient qui est suivi dans notre clinique, donc un homme de 56 ans qui s'est présenté en 2016 avec un épisode de FA rapide, symptomatique, RA3, sans antécédents personnels particuliers. Par contre, des antécédents familiaux avec une mère décédée d'une insuffisance cardiaque à 70 ans et un frère mort subite à 53 ans. On voit l'électrocardiogramme à l'admission, donc assez pathologique. On voit les 12 dérivations sur les 2 pages. On voit un rythme irrégulier, sans onde P, une fibrillation auriculaire, environ 95 battements par minute, un QRS large, un aspect de bloc de branche gauche avec des ondes de T inversées amples et sous décalage de segment ST, assez impressionnant. Le patient n'avait pas de douleur thoracique. Et donc, bien évidemment, le patient a été traité par, au début, bêta-bloquant, anticoagulant, et assez rapidement, une cardioversion électrique a été proposée avec la réalisation au préalable d'une échographie transesophagienne pour exclure un thrombus intracardiaque. Un rythme sinusal a pu être obtenu et on voit sur l'électrocardiogramme à droite que donc on a le rythme sinusal. Par contre, l'ECG est fort pathologique avec un aspect de bloc de branche gauche, mais avec des anomalies de segment ST, des ondes T négatives très amples. Donc ça, c'est un critère diagnostique et dans les formes sarcomériques, donc l'ECG est anormal jusqu'à 90% des cas
Et c'est vraiment un ECG typique, c'est pour ça que je l'ai montré avec des... Excusez-moi, Oui, il y oui. a, il y a une question qui vous est posée. Pourquoi vous avez réduit? Pourquoi vous avez fait un choc? Oui, donc parce que le patient est resté symptomatique malgré la diminution de la fréquence cardiaque sous bêta-bloquant, il restait symptomatique. C'est pour ça qu'on a choisi d'obtenir un rythme sinusal. Bien, bien, continuez, je vous pose juste la question. Voilà. Voilà, oui. Et donc, les patients peuvent se présenter avec un ECG de ce type. Ils peuvent aussi se présenter avec une arythmie de type FA, comme on a eu dans notre cas. Des extrasystoles ventriculaires peuvent être assez fréquentes ou même des salves de TV. C'est pour ça que selon les recommandations EC, donc, bien évidemment, le CG, ça c'est obligatoire, mais aussi bien un monitoring de type Holter de 48 heures. Si le patient est sinusal, par exemple, il est recommandé de faire un monitoring de 48 heures pour détecter des éventuelles arythmies asymptomatiques de type FA ou ventriculaire. Ensuite, notre patiente, il a une échographie transthoracique. Ah voilà, ici mon curseur fonctionne. Donc, on a une incidence parasternale grand axe en 2D. On voit ici qu'il y a une hypertrophie ventriculaire prédominante au niveau antéroseptal, une sclérose micro-aortique. Donc, le patient a 58 ans. Pour rappel, il n'y a pas de sténose aortique, une ouverture satisfaisante de la valve aortique de la valve mitrale, une petite calcification au niveau de l'anneau postérieur et on voit la grande valve mitrale avec un mouvement antérieur vers le septum qu'on aperçoit peut-être un peu mieux. Ici, dans cette incidence apicale 3 cavités, on voit un mouvement septal antérieur un systole donc de la grande valve mitrale et un Doppler couleur, on peut apercevoir une turbulence de flux dans la chambre de chasse du VG. Par ailleurs, il y a une dilatation marquée de l'oreillette gauche et il n'y a pas d'insuffisance mitrale évidente, même si on a un SAM dans ce cas. La mesure du septum interventriculaire en 2D revient à 21 mm, donc assez important. Et j'ai mis ici une coupe apicale 4 cavités pour se faire une idée. Donc, on a une hypertrophie marquée pas seulement du septum antérieur, mais de inféroseptal également, et aussi latéral, antérolatéral de ce qu'on peut voir de ces images. La dilatation marquée de l'oreillette gauche avec un anévrisme du septum anteratrial. Et je reviens sur les critères diagnostiques de la cardiomyopathie hypertrophique. Donc, un critère diagnostique, c'est une hypertrophie d'une paroi du VG à plus de 15 mm dans les formes sporadiques, à plus de 13 mm dans les formes familiales. Bien évidemment, en dehors d'une autre pathologie qui peut provoquer une HVG comme une HTA, une sténose aortique, comme on a dit. On a cet aspect d'asymétrie du rapport du septum par rapport à la paroi postérieure plus de 1,3. Un élément à prendre en considération, la masse myocardique n'est pas mesurable, n'est pas fiable à l'échographie du fait de l'asymétrie et qui fausse le modèle utilisé pour le calcul de masse. Seule la résonance magnétique permet ce calcul. Et on a également donc une topographie, une classification de marron qui distingue 4 types d'hypertrophie selon la localisation. Le type le plus fréquemment rencontré, c'est le type 3, l'hypertrophie qui touche le septum et la paroi antérolatérale, comme on a pu voir dans notre cas. Plus rarement, on a une atteinte juste de la partie antérieure du septum, 10% du cas, ou le septum antérieur et inférieur, 20% du cas. Ou bien, il y a le type 4 aussi pour la CMH apicale. Et très, très rarement, c'est la paroi postériolatérale qui est vraiment très, très rarement impliquée dans ce processus pathologique d'hypertrophie. L'étape 2 à l'échographie, c'est de rechercher une obstruction intraventriculaire gauche. Pourquoi? Parce que c'est important pour les symptômes du patient, aussi pour son pronostic et pour son risque qu'on va avoir de mort subite.
Donc, il est recommandé, selon les guidelines, de rechercher une obstruction dans la chambre de chasse du VG quand c'est une forme septale. Et comment on va faire ça? Donc, on a les critères en 2D, TM qui peuvent, les critères indirects et puis les critères directs en Doppler pulsé et continu qu'on va voir tout à l'heure. Et il est indiqué de rechercher cela pas seulement au repos, mais aussi après manœuvre de provocation Valsalva. Si le gradient dans la chambre de chasse du VG il est inférieur à 50 mm de mercure au repos, il est indiqué de pratiquer une une manœuvre de Valsalva ou une échographie à l'effort pour voir s'il n'y a pas une obstruction induite par Valsalva ou à l'effort. On peut également observer, si c'est le cas, une majoration de l'insuffisance mitrale dans certains cas. Il est également recommandé donc d'évaluer la fonction diastolique, ça on va voir aussi après. Ici, dans ce cas, on a vu un Doppler coureur en 3 cavités. On peut aussi faire en 5 cavités. On a une turbulence du flux. Et en mode TM, on voit l'expulsion de grands feuillets antérieurs mitral en diastole. Donc, c'est normal, il touche le septum. Et puis ici, en systole, il se rapproche sans toucher le septum, mais ça crée quand même une obstruction à cet endroit. C'est un signe indirect. Ensuite, on a l'analyse du flux Doppler dans la chambre de chasse en apical sans cavité. On voit à droite, mon curseur fonctionne, on ne voit pas. Donc, à droite, on a un Doppler pulsé. On voit comme une accélération du flux qui dépasse les 1,5 mètres par seconde et on ne peut pas l'enregistrer en Doppler pulsé. On va utiliser le Doppler continu. Et en Doppler continu, on a cet aspect caractéristique en lame de sabre avec un gradient maximal de 35 mm de mercure. Ça, c'est important aussi à retenir que c'est le gradient maximal qu'on cherche et qu'on va considérer. Ce n'est pas le gradient moyen. Et aussi, chez ce patient, on a fait donc une manœuvre de Valsalva puisque son gradient au repos était inférieur à 50. Et en post-Valsalva, le gradient il a augmenté à 65 mm de mercure. Et tout ça, on a fait l'évaluation à rythme sinusal, comme vous voyez ici. C'est plus facile. Dans les CMH, on peut aussi avoir des anomalies mitrales. Pas seulement l'insuffisance mitrale secondaire à ce mouvement antérieur systolique, mais il peut y avoir aussi des anomalies morphologiques comme une élongation des feuillets, ou parfois des attaches mitrales anormales, malposition de piliers ou insertion directe des piliers sur la valve mitrale. L'analyse de la fonction diastolique, ici j'ai mis les critères classiques. Chez notre patient, on a un profil mitral de type 2 avec un rapport E sur A environ 2, avec des ondes E' diminuées à 0,05 mètres par seconde, septale et latérale. L'onde D c'est aussi diminué, si vous pouvez le remarquer, et un rapport E sur E' supérieur à 15. Comme vous le savez, dans la fonction diastolique, un rapport E sur 1 inférieur à 1 correspond habituellement à des pressions de remplissage normales. Si le E sur E' est inférieur à 8, il est également en faveur des pressions normales. Un rapport E sur A supérieur à 1 ne permet pas de conclure. En cas de CMH, il est vrai que même un rapport sur le prime supérieur à 15 ne permet pas de conclure et on peut avoir des sur le prime supérieur à 15 facilement sans pour autant avoir des pressions de remplissage élevées. Alors, les guidelines nous recommandent d'utiliser la durée de l'onde A pulmonaire quand elle est supérieure à la durée de l'onde A mitrale et combinée à la dilatation de l'OG serait en faveur d'une élévation de pression de remplissage. Également, l'existence d'une onde mésosystolique qui est appelée l'onde L correspond à une élévation de pression de remplissage. Le diagnostic dans notre cas, donc on a découvert grâce à une EFA une cardiomyopathie hypertrophique, une forme obstructive au Valsalva avec un gradient maximal à 65 mm de mercure associé à une dysfonction diastolique grade 2 et une dilatation de l'oreillette gauche. Dans ce cas, on a aussi
aussi réaliser une résonance cardiaque. Il est recommandé au niveau de classe de recommandation classe 1 quand on a une fenêtre acoustique qui est médiocre à l'échographie. Alors, on va parcourir à l'IRM qui peut nous aider aussi à calculer la masse du VG, comme je disais, mais pas seulement. On peut aussi utiliser le rehaussement tardif pour voir s'il y a des zones de fibrose qui seraient aussi pronostiques et un élément en faveur des événements rythmiques plus fréquents selon certaines études. Chez notre patient, il n'y avait pas de rehaussement tardif. Ils ont aussi trouvé cette hypertrophie au niveau de tout le septum et la partie antérolatérale correspondant à un CMH type 3 le plus fréquent. Voilà, donc le traitement du patient, on a titré le bêta-bloquant, bisoprolol 5 mg jusqu'à 2 fois par jour. Il a été anticoagulé et malgré ça, donc, il persistait une dyspnée YIHA2. Quelles sont encore les possibilités thérapeutiques chez notre patient? Est-ce qu'on va lui proposer autre chose? Ou ensuite, on va évaluer, qu'est-ce que c'est très important aussi, c'est d'évaluer le risque de mort subite. Et aussi, on va parler du test génétique et le dépistage familial, puisque, donc, on disait, la plupart des cas, c'est des formes génétiques et familiales. Au niveau du traitement médicamenteux, les bêta-bloquants sont recommandés en première intention. En cas d'intolérance ou contre-indication, on peut utiliser les bloquants calciques bradycardisants, le verapamil de première intention. Si les symptômes persistent, il est indiqué d'ajouter la disopyramide. À savoir que la digoxine est contre-indiquée dans le traitement de fibrillation auriculaire chez les patients avec une obstruction. Il faut faire attention. Par rapport au traitement invasif, quelles sont les techniques employées et qui peuvent apporter un bénéfice pour diminuer l'obstruction? On a la myomectomie septale de manière chirurgicale. Ces dernières années, il y a l'ablation septale à l'alcool qui s'est développée, donc qui a l'avantage d'être moins invasive. Et on a aussi le pacing par un pacing double chambre pour créer une dyskinésie et réduire cette obstruction à la chambre de chasse du VG. On va prendre un par un. Donc, quand est-ce qu'on va proposer la myomectomie septale chirurgicale ou l'ablation septale à l'alcool? Donc, cette réduction du septum, elle est proposée chez les patients qui gardent une obstruction significative, c'est-à-dire un gradient supérieur à 50 et qui ont des symptômes marqués classe NIA 3 ou 4 ou des syncopes à l'effort malgré un traitement médical bien conduit. Bon, ce n'est pas le cas de notre patient puisqu'il est en classe NIA 2, donc on ne va pas lui proposer une diminution septale par myomectomie. Aussi, un mot, quel est le choix entre les deux? Est-ce qu'on va choisir plutôt la chirurgie ou l'ablation septale à l'alcool? Selon les recommandations de 2014, ils ont mis sur le pied d'égalité les deux techniques, surtout dans les centres experts. C'est vrai que l'ablation septale à l'alcool a l'avantage d'être moins invasive. Quand on a une bonne septale, il faut étudier avant par une coronarographie diagnostique. Ça peut être intéressant. Mais voilà, en pratique, il est vrai que la réduction du gradient est moins spectaculaire que la myomectomie septale chirurgicale. Ça dépend un peu de l'anatomie des artères coronaires aussi. On va aller plus facilement vers la chirurgie s'il y a une anomalie, une insuffisance mitrale importante associée qui doit être corrigée, bien évidemment. Le pacemaker, ça reste une indication peu utilisée, donc c'est une recommandation classe 2B. C'est surtout envisageable chez des patients qui nécessitent un défibrillateur. Qu'en est-il du risque de mort subite? Parce qu'on disait donc les complications les plus redoutées de cette maladie sont le risque de mort subite et d'insuffisance cardiaque. On a donc la Société européenne de cardiologie a développé une calculatrice disponible en ligne qui prend en considération plusieurs facteurs pour calculer un score de risque de mort subite à 5 ans.
Et donc, les éléments pris en considération sont l'âge du patient, l'épaisseur du VG, l'épaisseur maximale du VG, la dimension de l'oreille gauche en diamètre, le gradient de la chambre de chasse du VG, l'histoire familiale de mort subite, l'existence ou pas de salve de TV au monitoring et la présence ou pas d'une syncope. Et ici, j'ai introduit les données de notre patient et ça nous donne tout de suite un pourcentage. Et on voit qu'on a donc un pourcentage 3,7% dans notre cas. Et selon les recommandations EC, c'est un faible risque, moins de 4%. Et le défibrillateur, dans ce cas, ne serait pas indiqué. Donc, on voit ici, bien évidemment, en prévention secondaire, c'est classe 1. Et en prévention primaire, on va utiliser le modèle de score de risque. Et si on obtient un score supérieur à 6%, on a une indication classe 2A. Pour le risque intermédiaire, classe 2B. Et pour le faible risque, on ne va pas avoir d'indication. Chez notre patient, on a fait aussi un test génétique, puisqu'il y avait cette composante d'histoire familiale et un dépistage familial. Bon, il lui restait, donc son frère était décédé, ses parents étaient décédés parce qu'il était âgé, et donc notre patient, il a 2 enfants. Chez lui, il a été testé pour les gènes les plus fréquemment rencontrés, et lui, il a une mutation dans la gène de la protéine C. Donc ça, c'est un gène assez fréquent. Et il a 2 enfants qui ne souhaitent pas réaliser le test génétique, puisque ça peut avoir des implications dans leur vie sociale, mais ils souhaitent bien être suivis dans la clinique, et échographie transthoracique. Ils sont dans la trentaine et tous les deux au niveau clinique et imagerie, c'est négatif pour l'instant, mais on va voir qu'il faudra faire, quel est le screening au niveau des enfants. On voit les recommandations. Donc, on va proposer un screening et un contrôle tous les 2 à 5 ans pour les enfants qui ont dépassé l'âge de 20 ans. Entre 10 et 20 ans, le dépistage et le screening se fait tous les ans ou tous les 2 ans. Il est également recommandé de faire le test génétique avec une consultation génétique au préalable, avec l'accord, s'ils sont d'accord, bien évidemment, la famille et les enfants. Et si on a trouvé une gène responsable chez le patient, le patient donc impliqué, comme chez nous. Donc, chez nous, on a trouvé la gène responsable, mais les enfants, dans ce cas, ne souhaitent pas avoir de dépistage génétique. Par contre, ils sont suivis au niveau clinique. Alors, donc, notre patient, il a une cardiomyopathie hypertrophique obstructive, symptomatique NIA2, sous traitement médical. Il garde un gradient maximal au Valsalva supérieur à 50. Il a un risque de mort subite inférieur à 4%, par indication de défibrillateur. Qu'est-ce qu'on peut encore lui proposer pour ces symptômes? Et donc, maintenant, je vais vous présenter justement cette nouvelle étude présentée récemment à l'ESC 2020 et qui a été publiée aussi dans le Lancet. C'est une étude très intéressante, Explorer HSM. On a participé aussi dans cette étude, notamment avec le patient que je vous ai présenté. Et c'est une étude de phase 3 multicentrique internationale randomisée en double aveugle avec contrôle placebo. Ils ont étudié une nouvelle molécule, mavacamten, qui est la première thérapie protéique de la CMHO. Le mécanisme d'action, c'est un inhibiteur allostérique de la myosine ATPase qui va moduler l'interaction actine-myosine avec la diminution de ponts qui se font entre l'actine et myosine et donc par conséquent une diminution de la contractilité. Le design de l'étude, on voit ici qu'ils ont réussi à inclure 250 patients. Les critères de sélection, c'était des patients symptomatiques menés à classe 2 ou 3, donc pas les classes 4 ni les classes 1, avec un gradient supérieur à 50, fraction d'éjection supérieure à 55%, avec un traitement bêta-bloquant
ou bradycardisant calcique qui étaient maintenus. Et il y avait des doses progressives de mavacantine qui étaient introduites selon la tolérance avec un suivi à 30 semaines. On voit ici les caractéristiques des patients, comme on disait. Donc, l'âge moyen de patient est assez élevé, on va dire 58 ans. Ça reflète, oui, ça reflète la réalité, mais parfois, bon, on a des patients plus jeunes aussi. Tous les patients ont réalisé une ergospirométrie pour voir la tolérance à l'effort et ça va être un critère de jugement, on va voir après. Il y avait un dosage de NT-proBNP et comme on voit, il était élevé dans la plupart des patients. Et la thérapie par bêta-bloquant, on voit que c'était dans la plupart des patients et beaucoup moins des bloquants calciques bradycardisants. On peut vous interrompre par quelques questions Oui, bien sûr, oui. avant d'aller sur le traitement D'aller médical. plus haut. Euh, Oui, il y a quelques questions et quelques remarques. oui. Euh, on peut toujours, il y a notre résident Baouni qui vous dit, on peut toujours proposer le DEF, même si le score est inférieur à 4%, s'il existe des indices de mauvais pronostic. Que pense- Oui, on peut le proposer, mais si selon donc le score de risque, il n'est pas indiqué, il y a aussi les critères de remboursement. Donc, en tout cas, en Belgique, les critères de remboursement sont alignés aux recommandations et donc on ne peut pas lui proposer. Comme le résultat de l'épreuve d'effort, par exemple, qui pourrait influencer l'indication, non? Il y a donc, par exemple, les facteurs de risque. On a l'épaisseur du septum supérieur à 30. On sait que mais ça ne rentre pas dans les critères classiques et dans les recommandations ESC et les critères de remboursement. Donc, dans ce cas, nous, on ne lui a pas proposé. Ah, très bien, Il n'y avait pas de salve de TV non plus à l'Holter. très C'est bien. pour ça que c'est une facilité aussi d'utiliser ce score de risque qui a été proposé par l'ESC et c'est quand même assez bien fait. Et donc, c'est pas une erreur, on va dire, de lui proposer, mais proposer quelque chose qu'il ne va pas employer parfois. Donc, ça peut être délétère aussi, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas rater, de ne pas proposer quand il est indiqué. Et ça, c'est quelque chose que je veux souligner. Très bien, merci. OK. Et qu'il faut réfléchir au risque de mort subite, oui, très bien. Voilà, donc oui, à l'épreuve d'effort, bien évidemment qu'on peut avoir des arrivées. C'est ça qu'il voulait dire, qu'on peut avoir je ne sais pas exactement par rapport à l'épreuve d'effort, mais s'il veut compléter, on peut rediscuter après. Oui, oui, très bien, on laisse pour après, très bien. Voilà, donc les caractéristiques du patient par rapport au gradient, donc au gradient dans la chambre de chasse du VG, il était assez élevé, comme c'était un critère d'inclusion supérieur à 50 et provoqué Valsalva ou à l'effort qui atteignait les 70, même plus 85. Ici, on voit Valsalva 70 et post-exercice 85. Une fraction d'éjection supranormale 74. Alors, les critères de jugement, donc c'était un suivi à 30 semaines. Les critères de jugement, c'était composite entre le test à l'effort ergospirométrie, le pic de VO2 max, une augmentation de plus d'1,5 ml par kilo par minute et une diminution des symptômes évalués par les classes NIA, diminués d'une classe ou plus. Et la deuxième définition, c'était une augmentation de plus de 3 ml par kilo minute de la pic VO2 max et en absence aggravation de la symptomatologie. Donc, ça, c'était les critères de jugement principal, le 1 ou le 2. Et les critères secondaires étaient la diminution du gradient dans la chambre de chasse du VG, le pic VO2 max, les classes NIA et les scores de la qualité de vie. Et on voit ici, à 30 semaines, les changements qui ont été pu observer dans le groupe
traité par rapport au groupe placebo. Dans le groupe traité, 37% des patients ont atteint le critère de jugement principal par rapport aux 17% dans le groupe placebo, ce qui revient significatif par rapport à la valeur P, moins de 0,005. Et également, les critères secondaires ont été rencontrés avec une bonne diminution du gradient dans la chambre de chasse du VG au repos, mais aussi après l'exercice, une augmentation de la pic VO2 et une amélioration de la classe NIA jusqu'à 65% de cas dans le groupe traité par rapport au groupe placebo et aussi une amélioration de la qualité de vie. On a ici les graphiques aussi. On voit le gradient au repos, au C, là, au C en haut. Donc, le gradient au repos, il était en moyenne chez nos patients environ 45 et ça c'était avant et après, il a diminué donc à 30 semaines. À 14, on voit au Valsalva aussi une nette réduction. On a pu aussi observer une diminution de la NT-proBNP et de la troponine avec une fraction d'éjection qui ne s'est pas fortement détériorée dans la plupart des cas. Il y a eu 2-3 cas où ils ont dû diminuer le dosage à cause d'une diminution de la fraction d'éjection, ça il faut noter. Et donc post-exercice aussi, on constate vraiment une nette amélioration du gradient dans la chambre de chasse du VG de 73, une diminution à 38. En conclusion, mavacamten, c'est une nouvelle molécule prometteuse dans le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique, les formes obstructives, avec une obstruction supérieure à 50 mm de mercure en dépit d'un traitement maximal. C'est vrai que les patients inclus dans l'étude n'étaient pas sous disopyramide. On constate une amélioration significative de la capacité fonctionnelle à l'ergospirométrie. Près de 75% de patients traités ont pu diminuer leur gradient à moins de 30 mm de mercure à 30 semaines. Le profil de sécurité était satisfaisant par rapport au groupe placebo à 30 semaines en tous les cas. D'autres études sont en cours, notamment MAVA-LTE pour le profil d'évaluation et de sécurité à 5 ans et valeur HSM afin d'évaluer la diminution du recours à une procédure invasive comme une alcoolisation septale ou une myomectomie. Puisqu'on obtient une bonne réduction avec ce traitement médicamenteux, on suppose qu'on n'aura plus besoin à parcourir à des méthodes invasives. Et je vais vous montrer notre patient aussi qui a eu une très bonne évolution, qui se sent beaucoup mieux. Et on a ici les gradients au repos et vous voyez le flux dans la chambre de chasse du VG s'est nettement amélioré. On peut l'obtenir, donc ça atteint 1,5 m par seconde et au Valsalva, il monte seulement jusqu'à 11 mm de mercure. On constate aussi, c'est quelque chose qui n'est pas décrit dans l'étude, mais moi je l'ai remarqué, je l'ai mis ici, par rapport à la fonction diastolique et les Doppler tissulaires à l'anomitral, je constate une amélioration de l'amplitude de l'onde E', donc une amélioration, un signe indirect d'une amélioration de la fonction diastolique également. En conclusion, les cardiomyopathies hypertrophiques, forme génétique, il faut retenir que c'est les cas le plus fréquemment, jusqu'à 60% de cas, les formes sarcomériques. Elles peuvent être obstructives jusqu'à 2/3 de cas. On a parcouru les critères diagnostiques qui sont principalement échographiques. On a vu l'analyse génétique et le rôle du dépistage familial. Il faut retenir l'évaluation du risque de mort subite selon les critères proposés par l'ESC. On a vu les possibilités de traitement de l'obstruction médicale et invasive. Et cette nouvelle espoir, cette nouvelle molécule, le mavacamten, qui est très prometteuse dans le traitement de l'obstruction. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, chers collègues, pour cet excellent exposé. Donc, merci à vous. Qui va susciter un débat très, très intéressant. Oui, j'attends les questions. Bien sûr,
Bon, on va commencer par nos invités d'Erasme, si, hein, nos invités, Oui. s'ils veulent. Toi, tu es avec qui? Tu es avec nos invités ou là, avec Erasme ou avec Mustapha? Donc, s'ils peuvent faire- Ouais. Aucune s'ils peuvent- préférence, moi, s'ils veulent- je peux commencer alors, s'ils avec... veulent faire des commentaires, puis nous oui. allons donner la parole à Dr Bourahla. Dr Bourahla est une assistante qui prépare sa thèse sur la CMH et Ah, voilà. qui a, Oui, oui, qui oui. a une centaine de patients actuellement. Donc, Ah, voilà. on commence Et là, vous avez aussi participé à cette... Non, hein, non, pardon, à je dis non, parce que c'était pas... Non, c'était pas... Oui, participer, mais elle fait sa thèse sur la oui, CMH, très bien, effectivement. On va très lui bien. et juste après nos amis donc d'Erasme, s'ils veulent pas Oui, dire un petit mot, nos oui, invités. c'est magnifique, oui. Allez, à vous la parole. Ah, nous avons Gabrielle Clermont déjà, si elle veut dire quelque chose. Oui, 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 oui. Allez, Oui, Gabrielle. bonjour Corinna. Bonjour, Gabrielle. Oui, voilà, j'ai juste une toute petite question. Tu sais expliquer pourquoi on ne peut pas donner de digoxine chez ces patients? Alors, la digoxine, en effet, donc, elle a un effet lucitrope négatif et ça empire la dysfonction diastolique et ça peut provoquer donc une dysfonction diastolique majeure et oui, pour son effet lucitropique négatif. Ah oui, ok. C'est pas comme les amyloïdoses qui Qui retiennent la accumule, dopamine, ouais, qui oui, accumulent. qui Non. accumule. Le même. Non, c'est pas par rapport à ça, c'est D'accord. vraiment l'usage dans une phase d'usage aigu, on va dire. Ouais, d'accord. Oui. Merci. Sarah, tu veux dire un mot? Non, mais il y a ici aussi le docteur Renaud d'Andivel qui a aussi une question. Allez-y. S'il veut la poser lui-même ou je la pose. Et Monsieur Renaud, bienvenue à notre meeting. Mon micro ne marche pas. Ah, ça ne m'étonne pas des Belges. Hein. Ah là 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 C'est pas le contraire. ah là là là. Il demande si on a une idée du coup de cette molécule. La question Ah, du coup. Ah, oh là là, oui, ben. Franchement, non, je sais, au niveau financier, non, j'ai aucune idée, non, je pourrais pas répondre ça, non, ça, je connais pas. Très bien. Donc, Bourahla, si tu veux dire un mot, et puis on donnera la parole aux autres après. Hein. Il y a pas mal de questions. Ah, Bourahla, voilà. vas-y, Bourahla, si tu peux dire un mot. Bonsoir, docteur Corinne. On a été ravis donc de vous avoir parmi nous, d'avoir accepté notre invitation et pour votre merveilleuse présentation donc qui va apporter un grand apport donc dans la CMH, le traitement de la CMH. C'est vrai qu'on est très un petit peu gêné devant des patients qui restent symptomatiques malgré tout ce qu'on leur fait. Oui, Et donc, oui. avec cette nouvelle molécule, c'est une molécule qui va bouleverser un petit peu le pronostic, je dirais, dans quelques années, peut-être même la mortalité. Donc ça, on le verra peut-être après, Oui. au long cours. Et là, je voulais savoir juste le mode d'action exact sur la liaison myosine-actine. Donc, est-ce que Oui. il y a une action sur le calcium là qui lie donc l'actine à la myosine, une action au niveau des troponines. C'est à quel niveau exactement? C'est clair que c'est au niveau des ponts. Les ponts myosine. Oui, au niveau des ponts actine Voilà. myosine, et en effet, ça inhibe donc la myosine ATPase. La myosine ATPase est responsable donc de la formation de ces ponts qui sont excessifs dans j'ai repris le schéma, je ne sais pas si ça se voit.
Oui, oui, oui. Oui, oui, voilà. Donc, ces ponts sont excessifs à cause d'une activité trop importante de la myosine ATPase qui se situe sur le filament épais. Et cette activité excessive est à cause de la mutation génétique. Et ce médicament, il inhibe la myosine ATPase. C'est un inhibiteur direct de la myosine ATPase qui crée ces ponts entre la myosine et l'actine. Très bien. Et quelle est justement la pharmacocinétique de ce médicament et sa pharmacodynamique, c'est-à-dire sa demi-vie, sa prescription, bon, les doses que vous avez utilisées aussi dans Oui. l'étude, parce que cette étude, elle a été déjà établie avec 20 patients préalables en phase 2. Et donc, Oui. là, dans cette étude, combien de, enfin, la dose que vous avez utilisée? Oui. Ah, Donc, oui. oui. Les dosages ont été titrés donc, de 2,5 jusqu'à 15 mg selon la tolérance, donc une fois par jour. Et donc, il y a eu des cas où on a pu obtenir un effet à une faible dose. Par contre, chez certains patients, on a constaté donc une diminution de la fonction systolique et c'est ça qui fait un peu peur. Et donc, c'est aussi la réversibilité du médicament une fois arrêté. Elle est partielle, enfin, elle n'est pas encore, elle est pas complète, elle est partielle, la réversibilité. Donc, c'est pour ça que le suivi était très rapproché et dès qu'on voyait les moindres signes de diminution de la fraction d'éjection, il fallait diminuer le dosage parce que la réversibilité est partielle et ça peut induire des dysfonctions du VG parce que ça diminue vraiment les ponts entre actine et myosine et donc avec une diminution de la contractilité. Le suivi, il s'est fait une fois par semaine, le suivi échographique. Est-ce qu'il s'est fait Oui. Oui. Oui, 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 oui. Il n'y a pas eu, donc, même les diminutions, comme il partait avec une fraction d'éjection assez supranormale, il n'y a pas eu, en tout cas dans notre centre, il n'y a pas eu de diminution pathologique, mais voilà, on a vu qu'ailleurs, il y a eu, et donc c'est ça la crainte un petit peu, mais avec des faibles dosages, ça ne devrait pas arriver. D'accord. Et la FA, le patient que vous avez inclus dans les fibrillations, oui. Il a fait une fibrillation. Il a eu une... Oui. Est-ce que il y a un risque de récidive de FA? Et donc avec ce médicament, c'est des patients apparemment qui étaient exclus de l'étude, les patients FA. Alors, notre patient, sa présentation en 2016 était une FA qui a été résinusalisée et ce patient, il n'a pas récidivé de FA. Et il n'avait pas un traitement antiarythmique justement pour la FA ou bien une ablation? Non, à l'époque, il a eu la cordagone et il a développé une hyperthyroïdie. Et quand il a été inclus dans l'étude, donc il était sans traitement antiarythmique et il n'a pas développé d'arythmie. D'accord. Merci. Merci, Bourahla. Merci. Je vous remercie, Dr. Corina. Merci à vous. Merci à vous, c'est un plaisir. Ben Daoud, professeur Ben Daoud, qui est angioplasticien et qui s'intéresse aussi à la CMH. Ça ne l'empêche pas de s'intéresser à la CMH. Ayati Nabil, rapidement, pose ta question. Oui, bonsoir. Avant que ce médicament n'arrive chez nous ou qu'il soit commercialisé, à votre avis, quelle est la place actuelle de la disopyramide dans la prise en charge des CMH comme ça obstructifs avec symptomatiques sous bêta-bloquant? Oui. Donc, comme on a vu, selon les recommandations, même en pratique, c'est une molécule qu'on utilise et qu'on associe volontiers au bêta-bloquant chez des patients qui restent symptomatiques. Après, en pratique, je trouve que
l'effet n'est pas spectaculaire et on faisait recours, puisque bon, ça c'est une molécule récente, mais jusqu'à présent, on faisait quand même recours à l'ablation septale à l'alcool volontiers quand il y avait une septale, une anatomie favorable, ou même à une myomectomie dans les formes obstructives sévères symptomatiques. Donc, il y avait une place quand même au traitement invasif chez les patients avec des formes sévères qui, généralement, on va dire, le disopyramide, ça peut améliorer un petit peu, mais avoir une diminution vraiment importante du gradient, c'est un peu plus difficile qu'avec le traitement médical, dans les formes sévères surtout. Très bien. Mais on l'utilise de toute façon avant de passer au traitement invasif. J'ai des patients qui tolèrent ces molécules qui est utilisée, mais voilà, avec des effets. Oui. Merci pour votre réponse. Oui. Nous avons notre ami Kelkouri qui est à Brest. Vous voyez, on a même des gens qui sont à Brest qui s'intéressent. Ah, il y a Kelkouri qui est à Haraga. Kelkouri, pose ta question. Je ne sais pas si ton micro marche. Bonsoir, je remercie d'abord la conférencière pour sa présentation que je trouve assez complète et excellente. Et ma question, c'est beaucoup plus par rapport aux petits-enfants si on avait des résultats qui revenaient positifs, est-ce que vous aurez autorisé une activité sportive de compétition, c'est ce genre de malade avec un morphotype négatif et un génotype positif? Alors ça, c'est une question difficile. Déjà que les enfants, donc ils ont refusé. Et il est vrai que souvent, il arrive assez souvent de refuser. Pourquoi? Et je comprends complètement. C'est parce que donc avoir un test génétique positif, ça implique des choses, bon, aussi, comme vous dites, par rapport à une pratique du sport, mais aussi par rapport à un prêt à la banque ou que sais-je. Donc, c'est une maladie qu'on découvre qui n'est même pas manifeste et qui peut empêcher certaines choses. Et donc, pour répondre à votre question par rapport au sport de compétition, si la maladie n'est pas manifeste, le risque est faible, donc puisqu'il n'y a pas, on a la gène, la mutation génétique, mais la maladie n'est pas manifeste. Mais voilà, ça reste difficile de leur dire allez-y vers un sport de compétition, en sachant que dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans, vous allez avoir la maladie, vous allez devoir arrêter. Je dirais que j'expliquerai plutôt le contexte et qu'est-ce qu'on va s'attendre à avoir chez eux que d'interdire. Je discuterai pour expliquer à quoi on s'attend et que c'est eux-mêmes qui doivent décider parce qu'il n'y a pas de contre-indication comme ça stricte si la maladie n'est pas manifeste, mais ça pourrait se manifester dans les années à venir et je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Et la problématique aussi, parce que ce n'est pas tous les malades qui développent le phénotype après. Et je crois le type de mutation de gènes aussi est un peu déterminante parce qu'on sait que la pénétrance de certains gènes est un peu plus forte par rapport aux autres. Et je crois s'il y en a des gènes… Tout à fait. Oui. Exactement, tout à fait. Ça dépend aussi de la gène impliquée et qui a été retrouvée au cas. Donc, on a ici les 2 gènes qui sont retrouvés dans presque 80% de cas, c'est les 2 plus impliqués. Et là, il y a aussi des sous-formes, les uns qui sont plus agressifs que les autres. Pour avoir une idée de l'agressivité de la maladie, on regarde dans la famille. Et comme on a vu même dans notre cas, donc chez lui, la maladie s'est manifestée un peu plus tard parce qu'on a des formes qui se manifestent vraiment de plus jeunes et certains gènes qui sont impliqués, on sait qu'ils peuvent donner la maladie plus tôt. Donc effectivement, ça c'est aussi un autre élément à prendre en considération. Mais dans tous les cas, moi je considérais que c'est pas une super idée de se lancer dans un sport de compétition. Mais il n'y a pas de contre-indication stricte. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Djouri, qui est la déléguée des résidents, notre Gabrielle Clermont de Mustapha. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous remercie pour cette excellente présentation.
J'ai juste une question par rapport à ce nouveau médicament. Est-ce qu'il était testé dans les autres formes de CMH, c'est-à-dire les formes non sarcomériques? Et est-ce qu'il y a intérêt justement de voir son intérêt dans ces formes-là, par exemple dans l'amylose? Je vous remercie. Ah oui, merci. Merci pour votre question. Donc, ce médicament, il n'a pas été testé dans les formes non sarcomériques. Pourquoi? Parce que donc, son mécanisme d'action, il est vraiment sur le sarcomère, sur les fibres, donc sur les fibres d'actine et myosine, qui est le mécanisme physiopathologique de l'hypercontractilité, de l'hypertrophie dans la CMH sarcomérique, alors que dans l'amylose, comme c'est une maladie infiltrative, le mécanisme est autre par l'infiltration donc d'une protéine mutante et on ne s'attend pas à avoir un bénéfice dans ces formes-là, malheureusement. Malheureusement. Merci. Merci beaucoup. Oui. Je ne sais pas si vous êtes fatigué ou on peut continuer encore les questions. Vous n'êtes pas très fatigué? Non. On peut, non. On peut. Votre mari supporte toujours? J'entends pas encore de cris. Très bien. Donc, il y a notre ami Azouz, angioplasticien, qui travaille beaucoup sur les coronels, mais qui s'intéresse aussi au CMH. Azouz, pose ta question rapidement. Allez, Azouz. Il y a un problème de micro pour certains, je ne sais pas. Ah, oui. Azouz, à chaque fois, il a un problème avec son micro. Bon, je vais vous lire la question de Azouz qui dit oui. Ce nouveau traitement peut être associé aux autres moyens de réduction septale, point d'interrogation, avant ou après ou en fonction de la disponibilité. Bon, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut en même temps faire les deux? Oui, mais donc l'idée c'est que comme on a eu des résultats assez impressionnants avec cette molécule, justement l'idée se pose, est-ce qu'il y a encore un intérêt d'aller vers les techniques invasives si on obtient quelque chose avec une molécule et donc un traitement non invasif? L'idée serait alors d'essayer d'abord ce médicament et de se donner un temps de moins 30 semaines, comme c'était dans l'étude, par exemple. Et si on n'obtient pas de résultats satisfaisants, puisqu'on a vu même dans cette étude, ce n'est pas à 100% que ça a été réduit, bien évidemment, mais quand même, c'est assez... Voilà. Alors, chez les patients qui ne répondraient pas à cette molécule, bien évidemment que le traitement invasif a toute sa place chez des patients qui resteraient symptomatiques malgré l'utilisation de la nouvelle molécule. Voilà, mais je ferai donc par étapes. Ça commence avec le bêta-bloquant, c'est la nouvelle molécule, et seulement après... si après un délai raisonnable, il n'y aurait pas d'amélioration, c'est le passage vers le traitement invasif. Je vous poserai une question. Moi, je n'ai pas vu la place de l'étude à l'écho, bien sûr. Je sais que vous êtes échographiste un peu, de la déformation, longitudinale, le strain. Ça serait oui, le strain, oui. Bien pour le diagnostic, ou pour le dépistage précoce un petit peu de la fonction VG. Ça, oui, c'est une très bonne question. C'est-à-dire, nous, on a pris tous les coupes et on peut faire l'étude de la déformation, et on l'a fait, mais il n'a pas été étudié donc, dans l'étude, et on l'a fait même dans ce cas. Je ne l'ai pas montré parce qu'il y avait tellement de choses à montrer et je ne l'ai pas fait. Mais j'ai constaté une légère amélioration de la fonction longitudinale dans la zone septale. Oui, tout à fait. On pourrait s'attendre avec ce médicament à une baisse du strain, puisque ça va diminuer un peu la contractilité. Ah oui, la contractilité. Oui, non, pas spécialement. Moi, j'ai eu une amélioration. J'ai eu une amélioration, et alors
Pourquoi? Oui, non, ça peut être intéressant parce qu'en effet, la fraction d'éjection chez ce patient notamment n'a pas beaucoup diminué. Par contre, il a une amélioration de la fonction diastolique et sa fonction longitudinale, je l'ai fait même aujourd'hui et moi, j'ai vu qu'elle s'est améliorée. Mais ça reste à analyser, bien évidemment. Mais vous avez raison, on pourrait s'attendre aussi à une diminution de la fraction d'éjection. Bien avant, justement, peut-être pour dépister les dysfonctions ventriculaires à gauche, comme c'est un peu pour la chimiothérapie, le dépistage précoce. Ah oui, oui, mais c'est encore différent parce que le pattern donc, du strain dans la CMH, on a surtout une diminution dans les zones hypertrophiées. C'est un peu localisé sur le côté hypertrophié. Là, c'est diminué sans pour autant avoir une diminution de la fraction d'éjection. Et dans ce cas, moi, j'ai eu une amélioration dans la zone étudiée. Mais ça reste à analyser. Il n'y a pas de données. Très bien, très bien. Nous avons une question de Monsieur Amin Salam Mohamed Aya Amin Salam. Une question, vas-y. On va laisser notre ami se reposer après. Allez, vas-y. Salam, pose ta question. Encore un problème de micro? Non, non. Allez, vas-y. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voudrais savoir si le traitement est donné en association avec les bêta-bloquants et le protocole thérapeutique et la dose de ce traitement, est-ce que c'est un traitement à vie? Et qu'en est-il des effets secondaires? Ils disent qu'il y a beaucoup de malades qui passent en AFA sous ce traitement. Voilà, merci pour votre réponse. Par rapport à la nouvelle molécule, vous voulez dire la durée de traitement, c'est ça? Et oui, les effets secondaires de la molécule. Voilà, donc... voilà, oui, merci pour votre question. Oui, donc effectivement, ces patients ont été étudiés pendant 30 semaines avec des bons résultats. Mais il y avait ces deux risques, le risque de diminution de la fraction d'éjection, le risque d'arythmie un peu moindre, et je ne sais pas si on peut incriminer directement la molécule ou bien c'est juste l'évolution de la maladie. Voilà, ça c'est une chose donc, qui ne peut pas incriminer directement. En tout cas, la diminution de la fraction d'éjection, certainement, dans quelques cas. Pour la durée de la thérapie, il n'y a pas, ça aussi, il n'y a pas de données. Il faudra voir si à l'arrêt de la thérapie, il faudra aussi étudier. Selon eux, comme il y a une réversibilité partielle, donc ils considèrent que le traitement serait à long terme, maintenu à long terme. C'est pour cela aussi qu'il y a donc cette étude en cours pour évaluer pendant 5 ans les patients sous traitement pendant 5 ans. Donc, l'idée serait que le traitement serait maintenu à faible dose même, mais maintenu à long terme. Et pour les risques, bien évidemment, ça reste à déterminer, mais jusqu'à présent, ces deux risques-là, surtout la diminution de la fraction d'éjection, mais de bonne évolution après diminution du dosage. Très et bien. Pour le risque d'arythmie, c'est moindre. Très bien. Faiza Harbi, Voilà. il y a une question. Harbi, vas-y, rapidement. Allô, oui, bonsoir. Allô. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Merci. Donc, j'aurais une question par rapport à l'utilisation de la nouvelle molécule chez la femme enceinte. Est-ce que vous avez eu des cas? Ah oui. Et sinon, aussi une deuxième question, quand proposez-vous l'interruption de grossesse en cas d'HTAP chez les femmes enceintes qui se présentent avec une grossesse et obstruction? Ouais. Merci pour votre question. Donc, les femmes enceintes n'ont pas été incluses dans l'étude. Il n'est donc pas conseillé de l'utiliser chez la femme enceinte. On ne connaît pas les effets, donc la transmission chez l'enfant. Par rapport à la grossesse, donc chez des patients porteuses de la maladie, qui n'ont pas de formes obstructives, il n'y a pas de contre-indication à la grossesse. En cas d'obstruction symptomatique, alors en cas d'obstruction symptomatique, c'est une grossesse à haut risque et
oui, peut recommander, bien évidemment. Maintenant, si la femme est déjà enceinte, c'est ça la question. Si on va conseiller une interruption de la grossesse, bah, ça dépend aussi quand ça a été dépisté, si c'est le premier trimestre, si elle a vraiment une obstruction sévère avec une hypertension pulmonaire installée. À ce moment-là, au premier trimestre, nous, on va conseiller l'interruption de la grossesse. Et si c'est au troisième trimestre, on a eu un cas au troisième trimestre, est-ce que, je veux dire au deuxième trimestre, pas au troisième, avant 28 semaines, bon, pas dire... Oui, et là, donc une hypertension pulmonaire. Alors oui, elle avait, je ne me rappelais plus, je pense que c'était du 70, si je me rappelle bien. 70. Et comme nous, bon, on n'a pas les moyens de les sortir à 22 semaines, 23 semaines, donc on était embêtés. Est-ce qu'on continue? Oui. Et c'était une dame qui voulait vraiment sa grossesse. Donc, est-ce que vous avez comme un cut-off où vous dites non, c'est bon, on doit sortir le bébé par rapport à la PAPS ou par rapport à d'autres critères? Ça, c'est une question difficile et c'est toujours des cas à discuter. Mais j'avoue que chez nous, on n'a pas eu ce cas de figure parce que les patients sont généralement suivis, elles comprennent un peu les risques et on ne s'est pas confronté à cette situation. Et je ne serai pas en mesure de répondre puisqu'on n'a vraiment pas eu ce cas, mais c'est délicat. Ça met en danger quand même la vie de la mère. Bon. C'était combien de semaines? Elle était à 25 semaines. Alors, on prend aussi en considération l'évolution fétale. Ça, oui, bonne évolution fétale, il était bien, il était, oui, bon état. Ah oui. Oui, c'est ça qu'on suit par rapport, je dis maintenant pour d'autres cas où on a des maladies valvulaires ou autres, je prends un peu. Oui, on suivrait l'évolution fétale, mais non, ça, je ne pourrais pas vous répondre. D'accord, merci. Donc, une dernière question. La dernière question, oui. Elle est posée par notre résident, Baouni, qui vous dit quelle est la FE exacte du malade. On peut proposer une resynchronisation vu que le cut-off est 50% dans la CMH. Une désynchronisation? Une resynchronisation. Baouni, pose ta question. Baouni, directement. Allez. Bonsoir, merci pour votre présentation. Bonsoir. Moi, je voulais juste savoir la FE exacte du malade, vu que vous avez fait une IRM, parce qu'on sait que le CRT ou la resynchronisation cardiaque peut être proposé comme une thérapeutique quand les patients restent toujours symptomatiques, avec un cut-off beaucoup plus généreux. C'est à 50% quand il y a un BBG. Je me souviens que sur votre ECG, il y avait quand même un BBG qui était assez conséquent. Oui. Mais la fraction d'éjection chez notre patient était 68%. Ok, donc c'est pas indiqué du tout. Non, je crois pas que ça aurait apporté quelque chose, une désynchronisation, parce que même si on veut au niveau échographique, il n'y avait pas d'asynchronisme, en tout cas intraventriculaire évident. Voilà, mais merci pour votre question. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, docteur Corina Mirica. Oui, merci à vous. Exposé. Et j'espère que ça ne sera pas la première fois qu'on aura le plaisir de vous revoir. Oui, avec plaisir. Et je vais me connecter aussi pour vos autres présentations. Vous serez les bienvenus. Intéressant. J'aime bien le côté interactif aussi. Et c'est important, c'est bien. Toute votre équipe est la bienvenue. Et je laisserai la parole de la fin à Lamia Bourahla. Bourahla, tu clôtures, toi qui t'intéresses à la CMH. Bourahla, yallah, dernier mot. Merci beaucoup, docteur Corina, donc pour avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir donc de discuter cette nouvelle molécule avec vous.
qui avez participé bien sûr à l'étude. Donc, certainement, vous avez pu nous apporter quelque chose. On espère vous revoir bientôt avec d'autres thèmes. À bientôt. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.